Lorsqu'il a été demandé à George Mallory pourquoi il voulait escalader l'Everest, sa réponse fut simple. Because it's there. Parce qu'il est là. Une réponse directe et qui s'explique puisqu'en 1924, le sommet de l'Everest n'est toujours pas atteint. L'histoire. Pourtant, Mallory est un alpiniste chevronné, habitué à escalader diverses montagnes d'Europe, dont le Mont Blanc depuis 1904. Ce dandy anglais, comme de nombreux alpinistes sportifs du début du XXe, traverse alors la Grande Guerre. En 1921, il va pour la première fois au pied de l'Everest lors d'une expédition destinée à cartographier et découvrir les environs au Tibet. En 1922, il participe à la première expédition britannique pour le sommet. L'Everest peut s'atteindre par son côté nord ou son côté sud. La différence est que le côté sud est népalais et à l'époque est interdit aux Occidentaux ainsi que le reste du pays. Les premières expéditions débutent alors par le nord, qui est le côté tibétain de l'Everest. Les expéditions sont nombreuses menées par l'Empire britannique à travers le monde pour atteindre des terres en premier ou battre des records. L'ascension de l'Everest s'inscrit dans cette volonté politique et historique. Pour autant, loin des objectifs impériaux, les équipes de grimpeurs sont des spécialistes chevronnés et bien souvent passionnés également. 1922 est une date importante puisqu'on utilise pour une des premières fois la bouteille à oxygène, appelée par les Sherpas tibétains l'air anglais, English Air. Chaque tentative est dangereuse, des accidents, des avalanches, des pertes humaines et matérielles sont à noter. Mallory se distingue par ses capacités en escalade et en alpinisme. Il est tout simplement doué. C'est tout naturellement qu'en 1924, il est désigné premier de cordée pour une nouvelle tentative afin d'atteindre le sommet, puisque ce dernier n'avait pas été atteint en 1922. À chaque fois que les équipes se rendent au pied de l'Everest, il faut compter des mois, tant de trajet que d'acclimatation. Les expéditions sont bien documentées et celle de 1924 donnera lieu à un fantastique document anthropologique et historique, The Epic of Everest. On monte des camps à plusieurs altitudes qui permettent de rester plusieurs jours ou semaines selon les conditions climatiques. Il faut imaginer, en 1924, un sommet de tous les dangers où il faut tout installer. Camps, échelles, cordes fixes, mais aussi trouver des façons d'accéder toujours plus haut. C'est un véritable défi. Le 1er juin, George Mallory et Bruce, qui dirigent l'expédition, se lancent dans une tentative qui échoue depuis le camp 4, qui est à 7000 mètres d'altitude. La 3e tentative qui nous intéresse, c'est celle de Mallory et Irvine. Mallory est très motivé, Irvine est jeune et est un alpiniste inexpérimenté par contre. Mais il est grand et surtout, il sait très bien réparer les objets, dont les bouteilles à oxygène. Le binôme en emmène pour cette tentative. Le 5 juin, ils partent du camp 4 en direction du camp 5 avec des porteurs. Lors des premières expéditions sur l'Everest et sur celles d'après, des porteurs locaux font partie des équipes. Mais passé une certaine altitude et face à de nombreux dangers et morts, certains ne veulent plus monter. Élément qui se comprend aisément compte tenu des conditions. À chaque progression, des messages seront laissés dans les différents camps par Mallory, ainsi que des éléments matériels oubliés ou laissés volontairement. Dans cette équipe totale, un autre homme sera à l'origine en partie du mystère de cette enquête, Noel Odell, qui restera à haute altitude pendant plusieurs jours et qui verra 2 silhouettes au loin dans son objectif à 300 mètres du sommet. C'est la dernière fois que Mallory et Irvine seront vus par quelqu'un, et surtout qu'ils seront vus vivants. Ils ne redescendront jamais. Leur disparition fera émerger 2 questions. Qu'est-il arrivé au binôme ? Et surtout, ont-ils atteint le sommet ? But ultime dont la tentative aura sonné le glas de leur dernière ascension. C'est ainsi que l'enquête se déroulant le plus haut en altitude dans l'histoire débute. Comprendre ce qu'il s'est passé et éventuellement retrouver les corps. Car la recherche des corps des 2 alpinistes sera à l'origine de véritables passions, mais également d'expéditions dédiées à cela. Même les alpinistes de l'équipe de 1924 auront jusqu'à la fin de leur jour des questionnements dans leur tête, à savoir qu'est-il advenu de leurs compagnons de cordée et surtout comment sont-ils morts. Comme vous le savez, l'Everest est jonché de corps de malheureux qui ont tenté l'ascension de leur vie.
Les conditions climatiques et la difficulté respiratoire et physique du moindre pas sur le toit du monde ne permet pas de redescendre les morts. Ils sont donc laissés sur place. En 1933, une expédition britannique tentant le sommet retrouve le piolet d'Andrew Irvine à 8460 mètres d'altitude. Un piolet identifié de par sa manufacture et surtout par les entailles qui avaient été faites dessus. L'hypothèse d'une chute ou du dépôt de ce dernier est alors envisagée. Dans les années 60, un groupe d'alpinistes chinois rapporte avoir repéré des poteaux de tente en bois et des morceaux de corde sur une dalle. Mais cela n'est pas confirmé. À cette époque, le sommet a déjà été atteint 7 ans plus tôt, mais des équipes internationales continuent à tenter l'aventure. En 1979, un alpiniste chinois qui accompagnait une expédition japonaise sur la face nord indique à l'un de ses coéquipiers que quelques années avant, pendant une expédition, il avait trouvé le corps d'un vieil Anglais mort portant du tweed et possédant une blessure à la joue. Un corps situé en contrebas de la zone où avait été découvert le piolet. Malheureusement, l'alpiniste Wang Hongbao décède dans une avalanche et nul ne saura jamais qui il a vu, et même si cette information a été démentie par l'association chinoise d'alpinisme par la suite, elle pose toujours question. Il faut attendre 1999 pour commencer réellement l'enquête, car comme on dit, pas de corps, pas de preuves, et l'espoir de retrouver les alpinistes de 1924 est là. Une vraie investigation médico-légale commence cette année-là. En 1999, l'expédition de Jochen Hemleb part en vue de retrouver des informations sur Mallory et Irvine. En se basant sur des éléments indiqués dans le passé et des lieux de découverte de divers objets, ils définissent une zone de recherche. Les conditions en très haute altitude demandent une logistique pointue et surtout, le temps est compté chaque jour dans le périmètre concerné afin de ne pas se mettre en danger. Dans une cuvette naturelle, Konrad Anker, alpiniste au sein de l'expédition de 1999 et auteur de « À la recherche des fantômes de l'Everest », découvre un premier corps, tête vers le bas, dont la peau a été mangée par les goracs. Il réalise que ce n'est pas un corps ancien et note dans son ouvrage que de nombreux alpinistes finissent avec le corps orienté en ayant la tête vers le bas de la pente lors d'une chute mortelle. Mais il repère plus loin un autre corps, en partie dénudé, dont la peau ressemblait, dit-il, à de l'albâtre. Il ne semblait pas moderne, ce corps. Il fallait se dépêcher. Il ne restait pas beaucoup de temps pour que lui et ses coéquipiers travaillent autour de la dépouille à 8200 mètres d'altitude ce jour-là. Ils se mirent d'abord à dégager les contours du corps avec des piolets, puis au couteau, en faisant attention de ne pas l'abîmer. Le visage était contre le sol, et d'un commun accord, ils décidèrent de ne pas l'exposer, partant du principe qu'il s'agissait avant tout d'un être humain fragile et surtout décédé. Ils pensaient avoir trouvé Irvine. Un des alpinistes de l'équipe commençait alors à graver une roche avec le nom de ce dernier pour faire office de pierre tombale. Mais les étiquettes brodées indiquent les initiales de Mallory. C'est une découverte insensée pour eux et leur chance réside dans le fait que le corps repose sur le ventre, ce qui a conservé tout ce qui était dans les poches avant. En trouvant ce corps, ils ont un espoir, celui de trouver un objet qui ferait toute la différence. L'appareil photo Kodak que Irvine aurait emporté avec lui et qui aurait pu se trouver éventuellement sur Mallory, ainsi qu'une photo de la femme de Mallory. Un appareil qui pourrait avoir immortalisé le binôme en cas d'arrivée au sommet et dont les pellicules pourraient être étudiées, comme l'ont confirmé les techniciens de la marque. Quant à la photo de la femme de Mallory, il avait dit qu'il la déposerait une fois arrivé au sommet. Mais cette dernière reste introuvable, tout comme l'appareil photo de son compagnon de cordée. Le mystère continue alors à être entier. En revanche, on a retrouvé des lunettes de soleil dans la poche, des lettres aussi, dont certaines ont servi de brouillon, et en particulier pour compter des objets liés à l'expédition. Un ensemble de petits objets retirés des poches du défunt qui auront un impact. En effet, impossible de définir une quelconque législation en lien avec ce corps si ancien à une altitude si haute. Tous les éléments de la découverte viennent alors grossir le rang des interrogations. Pourquoi Mallory a été trouvé tête en haut de la pente et non en bas, comme beaucoup d'alpinistes qui chutent? Est-il mort sur le coup? Et quand, sachant que ses lunettes étaient rangées? On peut se demander s'il marchait de nuit ou s'il faisait mauvais, car sans lunettes et par beau temps, il risquait une cécité de haute montagne. On se rend rapidement compte que Mallory et Irvine ont sûrement rencontré des difficultés, mais impossible de savoir si le binôme a atteint le sommet ou bien s'il est redescendu avant.
Tant d'hypothèses que les historiens de l'Everest remuent dans tous les sens. Il est important de noter que le récit de l'alpiniste chinois évoqué en première partie de cet épisode n'est pas le seul témoignage intéressant au cours de cette enquête. En effet, d'autres témoignages d'alpinistes évoquent la présence d'un corps occidental ancien sur la montagne dans les années 60. Or, dans ces années-là, les Occidentaux sur l'Everest, et à une si haute altitude pour des expéditions anciennes, étaient Mallory et Irvine en 1924. Il est donc fort possible, si ces témoignages sont véridiques, que le corps d'Irvine ait été aperçu sur une arête, comme cela est raconté, alors que Mallory a été trouvé en contrebas. Pour autant, si ce corps occidental vu par les Chinois a bien existé, est-il possible d'envisager que Irvine se serait recroquevillé dans un coin ? Sans corps, on ne peut malheureusement rien affirmer, et le seul élément dont les équipes disposent à l'heure actuelle, c'est les éléments concernant Mallory. Les objets de Mallory, dont sa montre et des échantillons de tissu, ont été prélevés et par la suite analysés dans le cadre médico-légal. Sa montre cassée ou encore ses quelques lambeaux de vêtements sont alors revenus sur la terre ferme. Difficile d'affirmer sans corps et de façon précise les raisons de la mort de Mallory. En effet, le corps est resté sur la montagne. Les objets récupérés sur Mallory ont été emmenés à Londres pour des analyses par Joren M. Leb, alpiniste de l'expédition. La montre de Mallory, au verre cassé, a été étudiée pour savoir si elle s'est arrêtée au moment de l'accident ou après. Une information qui pourrait permettre de comprendre l'emploi du temps de l'alpiniste. Mais d'après la spécialiste en horlogerie, il est impossible à l'heure actuelle de dire si la montre s'est arrêtée lors de la chute ou non. L'emplacement des aiguilles indique 12h50, ce qui correspond à une heure proche de la dernière fois où les alpinistes ont été vus. Ou alors serait-ce minuit 50 ? Si on imagine que la montre s'est cassée lors de la chute, cela n'exclut pas que les alpinistes aient pu atteindre le sommet dans la journée. Mais ces éléments sont bien maigres pour attester quoi que ce soit. La tenue vestimentaire. On peut se demander si l'équipement des Anglais en 1924 était bien performant par rapport aux conditions climatiques, sachant qu'il faut une technologie de pointe pour concevoir les équipements à l'heure actuelle. Pourtant, Mallory et Irvine, et les autres, étaient à la pointe de l'équipement de leur époque pour affronter des températures négatives. Pour protéger la tête, on enfile un casque doublé de fourrure et on laisse un espace libre sur le visage pour le masque à oxygène. Les alpinistes portaient des bouteilles qui pesaient 9 kg. C'est un poids conséquent quand on est à très haute altitude et où chaque pas est une souffrance. Par couche sur le haut du corps, on retrouve un maillot en popeline, une chemise en soie, un pull en laine, une chemise en soie encore, une chemise en flanelle, un manteau en gabardine. En bas, on trouve un caleçon en coton, un caleçon en laine, un pantalon en gabardine. Au pied, on trouve des chaussettes en laine, des bottes de cuir avec une semelle en laine intercalaire en feutre et des crampons, et une bande molletière. Pour les mains, ces dernières sont protégées par des mitaines en laine et des moufles en gabardine. Enfin, le piolet en bois servait à grimper et à creuser des marches dans la glace. Le harnais, fait de cordes pour s'assurer, passait au niveau des côtes des individus. Le fait de superposer les couches de matière naturelle était obligatoire pour supporter les conditions climatiques. Ajoutant à tout cela le poids des bouteilles à oxygène et du matériel, ils étaient bien harnachés. Autant dire que dans le cadre de cette enquête relatée dans le documentaire Premier à l'Everest, différentes études ont été menées tant autour des vêtements que de la qualité des cordes. Il faut dire que les cordes de l'époque résistaient très mal en termes d'élasticité, ce qui fait qu'elles avaient tendance à casser, surtout en étant complètement gelées, suite à une chute. Cette affaire continue à entraîner beaucoup de questions autour de ce binôme. D'autres expéditions continuent à s'organiser pour trouver le corps de Irvine, car avec lui, l'espoir d'avoir de plus amples réponses sur leur dernière ascension subsiste. L'espoir de retrouver l'appareil photo est toujours présent, et nous avons vu que, grâce à l'étude liée à Mallory, quelques informations supplémentaires sont apparues. En juin 2020, National Geographic publiait un reportage sur l'expédition de Mark Synott pour retrouver Irvine. Des drones sont alors utilisés pour repérer en amont certaines zones avant d'aller fouiller directement. D'ailleurs, ce reportage met aussi en avant le fait que les Occidentaux, sans les Sherpas locaux, ne vont en général pas bien loin en haute montagne. Si un jour cette affaire est résolue et que l'on apprend éventuellement que le sommet a été atteint en 1924, cela n'enlèvera rien au mérite de Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953. Mais sur un terrain changeant régulièrement comme l'Everest, les doutes sont toujours présents et malgré toutes les études et recherches, peut-être que nous n'aurons jamais de réponse.
L'avenir le dira. C'est ça aussi la science et l'histoire. Accepter parfois de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse. Et l'humain déteste cela en général.